Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Paul Pironnet, l'une des grandes figures de la PNL en France. PNL pour Programmation Neurolinguistique. Il est à la tête de la Paul Pironnet Institute et depuis 30 ans, il explore le développement personnel avec passion et transmet des clés précieuses pour transformer sa vie. Ensemble, nous parlons de comment changer de regard sur notre environnement, de transformer nos croyances, de la façon de dépasser nos peurs et nos blocages, et surtout de reprendre la responsabilité de créer la vie à laquelle on aspire vraiment. Cet échange est une véritable masterclass, riche d'enseignements concrets et inspirants, que Paul partage avec générosité. J'espère que vous en tirerez le meilleur. Et si cet épisode vous inspire, pensez à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le faire rayonner. Très belle écoute à tous. Bonjour Paul. Eh bien bonjour Amira et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Paul, je suis vraiment enchantée de te recevoir dans Epion Podcast, donc merci d'avoir accepté d'être parmi nous. C'est un grand plaisir, en tout cas, de répondre à tes questions. J'essaie de me rendre disponible quand c'est possible pour pouvoir effectivement partager sur toutes ces grandes thématiques qui touchent l'évolution humaine. Eh bien, c'est super. Alors, Paul, on te connaît comme un expert de renom en PNL. Tu es aussi un orateur hors pair. Mais j'aimerais bien que tu te présentes à nous avec tes mots, Paul, et surtout que tu nous expliques comment s'est opérée ta rencontre avec l'autre avec un grand A. Alors, tout a commencé parce que je suis né en communauté, c'est une des particularités. Je suis né sur les plateaux du Larzac, dans une communauté où mes parents sont entrés, qui était fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui était un grand précurseur des mouvements non violents, et mon père a fait partie des grands leaders. Et du coup, je pense que le démarrage de cette vie dans cette communauté m'a sensibilisé à 2 choses. La première, c'est d'abord l'ouverture à la différence, parce qu'une communauté, c'est fait de tas de gens différents. Et donc, c'est pas forcément facile de vivre en communauté. C'est moins facile de vivre en communauté qu'en société, parce que par définition, on est avec des gens très différents. Et puis la deuxième chose, ça ouvre, justement cette différence au besoin de communiquer, d'échanger, de partager. Voilà, donc cette dimension de communication a tout de suite pris, je pense, racine dès ces premières années. Puis il y a une deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué, je pense, enfant, c'est le fait d'être entouré de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. Et donc du coup, quand plus tard je suis revenu autour de ces questions qui touchent à ce pourquoi nous vivons, le sens profond que nous donnons à notre vie, aux projets dans lesquels on avance, etc. Donc tout ça, ça a été des questions qui ont fortement, je pense, influencé ma carrière professionnelle. Et c'est pour ça que dès l'âge de 20 ans, quand je me suis intéressé au développement personnel, très vite j'ai trouvé des questions essentielles sur lesquelles j'ai eu envie d'avancer. Voilà, donc c'est comme ça que tout a démarré. Très bien, eh bien merci pour cette présentation. Alors Paul, dans un de tes ouvrages, tu as écrit la phrase suivante, tu as écrit « Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu te répètes ». Et pour commencer notre échange, je voulais te poser la question suivante. Dans quelle mesure ce que l'on se raconte impacte la qualité de notre vie et la qualité de nos choix ? Alors cette dimension est souvent plus importante qu'on l'imagine, puisque notre cerveau effectivement réagit en permanence à la fois au monde externe et par conséquent au monde interne. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, en fonction de ce qu'on va voir extérieurement, ce qu'on va entendre, ce qu'on va éventuellement ressentir, on a des canaux de perception qui nous connectent à l'environnement. Donc déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont on va
sélectionner, si je puis dire, l'environnement. Et puis, en fonction des informations qu'on va recevoir, visuelles, auditives, kinesthésiques, on va avoir donc des réactions. Alors, ça commence par des faits qui sont externes, qui vont entraîner des interprétations. Donc là, c'est la manière dont mon cerveau va évidemment évaluer les situations, la manière dont mon système nerveux va les vivre. Donc là, c'est plutôt émotionnel. Donc, on aurait pensée, émotion. Et puis après, il y a tous les comportements qui vont en découler. Donc tout ça, ça offre un champ incroyable de possibilités face à toutes les situations. Et en fonction du discours qu'on se tient, pour répondre à ta question, c'est clair que si je me dis « Waouh, c'est super, ça va marcher, j'ai envie d'avancer, etc. » Ça n'a pas du tout le même impact que de me dire « Ouh là là, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que au fond je vais y arriver? Qu'est-ce que les autres vont penser ?» Enfin, etc. Donc on va voir qu'en fonction des discours que nous tenons, alors déjà conscient, c'est puissant, mais préconsciemment, c'est-à-dire tout ce qui a été automatisé en arrière-plan, dont on ne fait pas forcément attention, tout ça, ça influe énormément sur notre vie aujourd'hui, sur nos ressentis, sur nos comportements. Donc c'est intéressant d'aller comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis surtout d'être plus au fait, plus en conscience, plus en sensibilité avec ce qui se passe dans ce monde intérieur, dans notre interaction avec le monde extérieur. Qu'est-ce qui nourrit justement ce dialogue intérieur dans nos vies ? Il y a d'abord nos habitudes de pensée, de ressenti, etc. Et puis après, d'une manière générale, si on va vers un éveil de ce à quoi on a envie d'attacher de l'importance, par exemple, si c'est important pour moi d'être heureux dans mon quotidien et que j'ai envie de mettre en valeur cette dimension, être heureux, c'est pas forcément naturel, ça s'apprend aussi, que d'apprendre à apprécier les choses. Donc voilà, si on a envie, quelles que soient les situations, d'avoir des relations qui sont plus positives, plus valorisantes, plus bienveillantes, et qu'on en fait une valeur importante, et du coup, on est plus attentif à ces importants. Et effectivement, on va être attentif aussi aux modalités, à la fois de perception, de réaction émotionnelle et de comportement qu'on va mettre en place. Donc c'est cette conscience, au fond, de ce qui m'inspire aujourd'hui dans ma vie, la conscience de mes valeurs, ce à quoi j'ai envie de me rattacher, parce que je trouve que c'est important dans mes relations, mes interactions avec le monde, qui vont faire au fond cette conscience de mes choix. Si je me laisse aller tranquillement, et c'est souvent ce qu'on peut retrouver parfois dans des habitudes, dans des relations un peu habituelles, c'est que si on est heureux, on est content et on le dit facilement. Si on n'est pas heureux, du coup on peut réagir comme ça de manière assez diverse, mais on est plus en mode un peu laissé aller, tu vois. Donc ça veut dire que si ça se passe bien, j'ai plutôt envie d'aller vers les gens. Si je suis pas très bien, j'ai plutôt envie de m'en écarter. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est d'entrer. Alors, il y a place évidemment à toutes ces habitudes un peu ritualisées, ces comportements un peu automatiques. Et puis de temps en temps, c'est aussi intéressant de se dire tiens, et si je voulais encore améliorer, porter plus d'attention, plus de vigilance à certaines choses, simplement parce que j'ai envie de grandir avec certaines autres formes de relations, choses comme ça, du coup, on devient plus acteur, auteur et finalement créateur de ce qu'on a envie de vivre, de partager, d'échanger. Et par conséquent, on va pouvoir évoluer sur certains axes qui nous semblent importants. Est-ce que tu penses que quelque part on a aussi un programme un peu d'auto-sabotage qui peut justement nous bloquer et nous empêcher d'avancer par moments dans nos vies ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est un sabotage, ça vient du mot sabot qu'on mettait dans la machine pour enrayer le système. Un sabotage, c'est au fond des pensées ou des sentiments ou des comportements qui viennent un peu saboter le système. Par exemple, je vais me dire, je vais m'auto-saboter parce que je me dis, ah non, mais c'est pas fait pour moi, tu comprends, quand je vois ces gens qui ont l'air si intelligents, je vais quand même pas aller leur parler parce que moi je me sens pas forcément à la hauteur. Voilà, ça c'est une forme de discours interne qui peut se répéter et qui du coup va devenir une forme de sabotage. Ou tout simplement, je suis dans une relation proche avec mon conjoint, avec mes enfants, avec des amis. Et puis il y a des situations qu'on va rencontrer où il y a des frictions, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, où on peut avoir aussi des frustrations fortes. Donc à ce moment-là, le sabotage va consister à dire encore une fois, de toute façon, je vois bien que tu n'en as rien à faire de moi, etc. Donc ça, c'est des sabotages qui viennent de sentiments intérieurs, qui sont un peu des sentiments de victimisation qui vont se répéter et qui vont nous entraîner, là pour le coup, dans ce que nous on va appeler des biais cognitifs, c'est-à-dire des interprétations qui vont être justement biaisées, parce que alors que j'entends ça, moi j'interprète en fait que
si tu m'avais dit que tu m'appellerais à 20h, puis finalement tu m'as pas appelé, égal, en gros dans ma tête, c'est que je suis pas important à tes yeux, en tout cas pas suffisamment. Donc du coup, en gros, t'en as rien à faire de moi. Et il se passe deux choses du coup au niveau neuro-émotionnel, au niveau de ma vie émotionnelle. C'est un, que j'ai le sentiment que à tes yeux, je suis pas si important que ça. Et deux, et c'est simultané, que ton comportement, il est pas juste avec moi. Donc le lien que je trouve finalement dévalorisant me dévalorise, et ça va être un schéma qui va se répéter, et le sentiment que ton comportement n'est pas juste avec moi va m'entraîner soit dans de la colère, soit dans de la suradaptation. Donc je dis rien, etc. Et du coup, tout ça, ça participe à une forme de sabotage. Mais la réalité, c'est que la source de ce sabotage, elle est intérieure. Et de quoi vient-elle? Elle vient évidemment de situations qui se sont répétées, et qui, à un moment donné, face à de la frustration, vont se traduire intérieurement comme des, entre guillemets, vérités que je me raconte. Mais en fait, tout ça, ce sont ce que nous, on appellera dans notre jargon des biais cognitifs, c'est-à-dire des formes d'interprétation qui seraient pas forcément du tout les mêmes, si au contraire, on avait une relation qui était très chouette. Donc, qu'on soit dans la vie affective, familiale, amicale, ou qu'on soit dans une relation dite professionnelle, imaginons que on discute tous les deux ensemble dans une salle de réunion, par exemple. Et puis, on a notre manager avec qui, toi, par exemple, tu as une super relation. Donc, on va dire qu'en termes d'expérience accumulée, tu vas te situer dans le rapport que tu as avec ce manager à 15/20. Ça te parle? Et moi, parce que je connais moins cette personne, parce que peut-être j'ai eu d'autres situations qui émotionnellement étaient moins positives, eh bien, mon cerveau, il est plutôt réglé à 5/20 à l'égard de cette personne. Alors, imaginons que nous, on discute, et puis moi, je suis là un peu en train de me plaindre, parce que c'est un peu mon mode habituel. Et puis, le manager rentre, il a plein de choses dans les mains, il y a beaucoup de monde, et il vient pas forcément nous dire bonjour. Si toi, t'es réglé, évidemment, à 15/20 dans son rapport avec cette personne, c'est-à-dire que, intrinsèquement, tu es dans un rapport avec cette personne qui est de meilleure qualité. Donc tes pensées, tes sentiments et tes comportements vont aller plutôt vers une interprétation du type c'est qu'il est occupé, pas bien grave, etc. Alors que moi qui suis réglé à 5, j'ai des chances d'avoir une interprétation au niveau mental, au niveau de mes sentiments et par conséquent au niveau de mes comportements qui est très différente. En l'occurrence, je vais dire tu vois, ces managers, ils sont même pas capables de nous dire bonjour, etc. Bon. Et puis il se trouve que quelques minutes après, la personne vient nous dire bonjour. Donc elle te dit bonjour, elle me dit bonjour, puis elle s'en va. Toi, tu me regardes, tu me dis, tu vois bien qu'ils sont plutôt sympas, avenants et corrects. Et moi, je suis encore capable de te répondre, ah oui, mais c'est parce que toi, t'étais là, ou parce que, mais en fait, il n'en a rien à faire de nous. C'est-à-dire que si moi, je suis imprégné, et ça, c'est pas forcément conscient, dans un mécanisme habituel de répétition, comme tu l'évoquais tout à l'heure, de schéma interne un peu dévalorisant, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle des confirmations, des biais cognitifs qui vont justifier ce que je vis, ce que je crois, ce que je sens. Et je ne vais pas manquer l'occasion d'aller chercher ce qu'on appelle des biais de confirmation. Et c'est ça le problème, si tu veux, au fond de ces discours internes. C'est-à-dire que du coup, ils vont me desservir beaucoup dans ma vie. Et donc, pour te donner cet exemple, il va se reproduire dans plein de situations. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir, non pas ce à quoi on croit, parce que est-ce que c'est vrai ou non? Très franchement, on n'en sait rien. Est-ce qu'on a le potentiel ou pas pour se développer en tel... Bon, ce qui est important, c'est parce qu'on croit. C'est, au fond, la réaction que nous avons à l'égard de ce que nous croyons. Est-ce que cette croyance, elle nous élève ou est-ce qu'elle nous rabaisse? Voilà. Et dans toutes les situations, je trouve que c'est intéressant justement de voir quelles sont les modalités. Alors quand tout va bien, que les conversations sont bonnes, tout ça, il n'y a jamais de problème. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a des gros coups de vent, c'est-à-dire des zones de frustration, des zones de contraintes fortes. Là, c'est intéressant de voir comment le système nerveux, lui, fonctionne en termes de perception vis-à-vis de soi, des autres, du monde, de ce qui est possible, pas possible, en termes de ressenti intérieur, parce que là, c'est comme les X et Y, c'est-à-dire que les réactions sont ancrées, automatisées. Et puis, bien sûr, après, ce qui découle de nos perceptions et de nos sentiments, ce sont nos comportements, qui vont être soit des comportements de fuite ou d'attaque, ou au contraire d'ouverture, d'accueil et de co-création, de co-construction, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans tous les exemples que tu as cités, in fine, ce qui est impacté également, c'est la qualité relationnelle, la qualité de la relation à l'autre. Oui. Alors, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est très, très juste ce que tu mentionnes. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas d'évolution sans qualité de relation. Dit autrement, que ce soit au niveau de nos cellules, mais aussi vrai entre deux personnes, qu'elles soient en couple, que ce soit des amis ou des associés ou tout simplement une interaction sociale, quelle qu'elle soit, ou professionnelle, quand il y a des problèmes, parce que quand tout va bien, en général, ça roule. Les gens sont d'accord sur les valeurs, sur les visions, sur les objectifs, sur les règles du jeu. Il y a pas, on arrive très vite à communiquer, même s'il y a un peu d'écart, on arrivera toujours, grâce à la communication, à se réajuster. Là où ça devient intéressant, c'est quand il y a des perturbations un peu plus fortes. Auquel cas, il y a des challenges qu'on va rencontrer, parce qu'il y a des divergences de points de vue, il y a des désaccords, il y a des sentiments qui sont pas du tout partagés, des règles du jeu qui sont pas partagées, des valeurs aussi parfois qui sont pas partagées, des priorités qui ne le sont pas du tout. Donc là, c'est intéressant de voir quelles sont les modalités qui existent et qui vont permettre justement à deux personnes qui sont un peu en friction, de retrouver des points communs, des points de se remettre finalement dans une dimension d'interaction qui, elle, va nous entraîner vers de la croissance. Parce qu'en fait, quelles que soient les situations, au fond, c'est encore une fois nos interactions, notre modalité de communication qui va faire qu'on se met soit en mode division, on se condamne, on se critique, on se dévalorise, donc on est dans des dynamiques de type fuite ou attaque, soit on va se mettre dans des modalités d'interaction co-constructive. Mais celles-là, elles ne sont pas forcément innées. Tous les parents adoreraient avoir d'excellentes relations avec leurs ados. Mais c'est pas parce qu'ils en ont l'intention qu'ils y arrivent forcément. Donc l'intention, c'est un bon point de départ. Si par exemple, je veux t'écouter parce que je suis très intéressé par ce que tu as envie de me dire, ce désir d'intention, il va générer 95% d'excellence dans ma manière de penser, de ressentir et d'agir. Parce que moi, je dis souvent que le désir, c'est la source même de notre excellence. Donc il faut qu'il y ait une forme d'intentionnalité quand même. Oui. Si j'ai le désir de te comprendre, même si j'ai pas beaucoup d'outils, mais que j'ai un désir très fort de te comprendre, je vais naturellement mettre en place les éléments qu'il faut pour te comprendre. Parce que au niveau préconscient et inconscient, je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Alors après, je peux toujours aller trouver des outils complémentaires. Alors, si jamais on n'arrive pas à se comprendre, c'est sûr que s'il y a un désir très fort, je vais passer plus de temps à essayer de savoir un peu qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu penses ça, qu'est-ce qui amène dans nos interactions ce point de désaccord, parce que j'ai envie qu'on trouve une solution. Maintenant, s'il y a de l'enjeu émotionnel, parce qu'on est touché, etc., on a moins ce recul qu'on peut avoir autour d'une table sur un bureau quand on est entre partenaires professionnels, et que du coup, il y a des enjeux affectifs, des enjeux émotionnels, donc, qui vont nous entraîner préconsciemment et inconsciemment à avoir des réactions qui sont moins, entre guillemets, raffinées. C'est-à-dire qu'on va plus se lâcher et malheureusement se dire des choses un peu rapidement. Je vais te donner par exemple un exemple. Si on se connaît très bien, je suis, dans mon appartement, en train de, faire la vaisselle par exemple. Tu es dans mon dos, tu es en train de me parler, on se connaît bien. Je vais pas forcément me retourner pour te regarder. Pourquoi ? Parce que la relation, elle est construite. Si maintenant on se connaît pas du tout et que tu es une invitée chez moi, même si je suis en train de faire la vaisselle, si tu t'adresses à moi, je vais arrêter et je vais te regarder. Pourquoi ? Parce que je vais mettre inconsciemment de l'attention dans cette relation. C'est pour ça que les relations nouvelles, elles sont toujours plus faciles au début. Parce que nous mettons à notre insu beaucoup d'attention dans la relation. Donc l'attention, comme tu le soulignais, c'est une première marche qui est essentielle. L'attention, le désir d'eux, etc. Maintenant, il y a des tas de moments où on n'est pas forcément dans cette attention-là. Pourquoi ? Parce qu'on travaille ensemble, moi je suis porté par mes objectifs, je suis au téléphone, tu es en train de me parler, je suis en train de répondre à quelqu'un, et j'ai pas forcément la même attention. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, au fond, quels sont les vecteurs qui vont favoriser nos interactions quand on en a besoin, et notamment quand ça devient plus compliqué, et puis aussi les niveaux de vigilance dans lesquels on peut, sans même s'en rendre compte, tomber, ou de non-vigilance dans lesquelles on peut, sans s'en rendre compte, tomber, et qui font que du coup, on va avoir des interactions qui vont devenir plus compliquées.
Tout à l'heure, effectivement, dans tes exemples, tu parlais des lunettes en fait qu'on met, alors consciemment ou inconsciemment, sur la réalité. Et ça m'a fait penser à cette phrase que tu connais sûrement bien de Alfred Korzybski, la carte n'est pas le territoire. Et effectivement, cette idée que ce qu'on voit n'est vraiment qu'une vision en fait de la réalité finalement. Alors ça, c'est un très grand précepte de base de la PNL, notamment. C'est qu'effectivement, quand on dit la carte n'est pas le territoire, c'est que la représentation que j'ai de toi, par exemple, c'est qu'une partie de toi. C'est-à-dire que je t'ai là pendant quelques minutes. Voilà, donc je peux avoir très bonnes impressions et tout ça. Mais quelle que soit la bonne impression, je connais pas ta vie, je connais pas tout ça. Donc si demain on part danser ensemble ou qu'on va travailler ensemble, etc., du coup cette carte elle va s'enrichir en fonction des situations qu'on aura vécues. Et donc c'est comme ça que je vais avoir une meilleure connaissance de toi, et inversement, etc. Donc la carte, elle est cependant importante parce qu'elle me permet quand même de me situer dans une situation donnée. Mais il est clair que mes ressentis vont s'appuyer sur mes perceptions. Et mes perceptions ne sont qu'une partie de la réalité. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis toujours que voilà, on a besoin de ces perceptions, on a besoin de cette intuition, on a besoin de tout ça pour interagir dans la vie. Et heureusement, ça va forger évidemment des tas de choses qui sont aussi très bonnes, puisqu'on a une capacité à saisir de l'information aussi d'une manière très riche. Donc souvent, nos impressions sont pas forcément mauvaises, elles sont bonnes. Mais quand elles engagent à des interprétations qui sont, entre guillemets, dévalorisantes pour moi ou pour les autres, là, ça devient pour moi un voyant rouge qui s'allume. Je dis, attends, Paul, ok, quand tu dis ça ou quand tu penses ça vis-à-vis de toi, d'une personne, etc., est-ce que je suis pas dans un système un peu limitant ? Et parfois, on peut avoir des alertes auprès d'une personne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte, ça veut dire qu'il faut être attentif et parfois les vérifier. Voilà. Mais toute cette sensibilité, moi je trouve que c'est tellement passionnant de comprendre comment l'humain fonctionne, parce que ça nous ouvre à... Ces schémas mentaux-là, que ça soit des croyances limitantes ou des peurs, d'ailleurs tu nous expliqueras la différence peut-être entre les deux, comment on peut apprendre à les démasquer, à les débusquer ? Alors, déjà, c'est de repérer que cette simple mention que ce que je perçois est une chose et que la réalité est plus riche que ce que je perçois. Donc après, la question, c'est est-ce que ce que je perçois, c'est plutôt quelque chose qui m'ouvre et qui m'élève ou pas ? Voilà, parce que ce que je perçois, c'est une perception. Après, on peut avoir des sentiments qui vont être de plus en plus forts et qui peuvent se traduire par des convictions, ce que nous, on va appeler des croyances. Mais une croyance, en fait, c'est fait de perception, de sentiments et de comportement, puisque on peut valider à travers l'expérience que notre interprétation est juste, que nos sentiments est juste et que nos comportements sont justes. Et donc, ça viendra une conviction dans laquelle on va plus ou moins s'enfermer. Donc, qu'importe la conviction, la vraie question, c'est est-ce qu'elle m'ouvre à un champ de possible ou est-ce qu'elle me restreint, en fait, en quelque sorte. Pour moi, c'est ça l'intérêt d'une croyance, c'est de savoir si elle m'élève ou si elle me permet de m'ouvrir davantage. Si toutefois, mon ambition, c'est de m'élever, de m'ouvrir et de grandir, parce que si je suis pas très conscient de ça, évidemment, ça va moins me préoccuper. Mais voilà. Donc, t'avais une question par rapport à l'émotion, je crois. La première question, c'était peut-être déjà la différence entre croyance limitante et peur, parce qu'on emploie souvent ces deux termes. Comment on peut bien les distinguer ? C'est deux choses différentes. Une croyance, c'est fait de perception, de sentiments et de comportement. Donc, ce qui veut dire que si on s'arrête à l'échelle des sentiments, une peur peut devenir une croyance. J'ai peur, par exemple, des chiens, parce que j'ai la croyance que les chiens vont me mordre ou que tel type de chien va me mordre. Alors pourquoi ? Parce que j'ai une expérience que j'ai vécue et qui fait que du coup, quand je vois un chien qui arrive, surtout si j'ai été mordu par un berger allemand, il est clair que quand je vois un berger allemand, mon cerveau, et c'est pas un défaut, c'est que lui, il se met en alerte parce qu'il y a eu un danger. Voilà. Donc du coup, je vais me tendre un peu et je vais éventuellement avoir la croyance que les bergers allemands, c'est dangereux. Voilà. Donc si c'est très fort, du coup, je vais avoir ce qu'on appelle une phobie, une peur excessive, une réaction qui peut être disproportionnée par rapport à la situation. Et donc, ça fait partie des croyances. Et là, on sera au rayon des sentiments ou des émotions. Un sentiment, à la différence d'une émotion, c'est qu'une émotion, elle est assez variable. Je peux avoir très peur, puis tout d'un coup, ça va, je m'apaise. Alors qu'un sentiment, c'est plus profond. J'ai un sentiment soit d'amour, d'amitié. J'ai un sentiment que les chiens sont ceci ou cela, que les médecins sont... Voilà. Donc, c'est une espèce de mélange entre une perception et une accumulation d'expériences que j'ai vécues ou que j'ai, en quelque sorte, généralisées.
Donc je dirais, ah ben, j'ai vu 3 médecins qui se sont plantés, je dirais, ah ben, de toute façon, les médecins sont. Voilà. Alors, plus je suis dans l'émotion, plus cet effet de généralisation est fort. Voilà. Si c'est ce qu'on va appeler un coup de foudre, hein, pour un lieu, pour une personne, etc. Donc, d'un coup, j'ai une émotion qui est extrêmement positive, parce que la personne répond à des critères plus ou moins conscients, mais très fins, qui font que je vais vivre un pic émotionnel très fort à l'égard d'une personne, d'un lieu, d'une activité, et qui vont faire que du coup, dans notre jargon, on va appeler ça une association, ce qu'on appelle un ancrage. Je vais ancrer la personne, le lieu ou l'activité à un sentiment très fort, positif, et du coup, bah, j'aurai à cœur de retrouver cette stimulation, enfin, cette personne ou quoi que ce soit. Tu comprends? Donc tout ça, ça fait partie du grand système des croyances. Donc une peur, c'est une émotion. Je peux avoir de la peur, je peux avoir de la colère, je peux avoir de la tristesse, je peux avoir un sentiment de rejet. Puis là-dedans se mélange énormément de possibilités. Les sentiments sont des choses un peu plus profondes, c'est un peu plus stable et ça s'installe dans la durée. J'ai un sentiment d'amour pour quelqu'un, mais à un moment donné, je peux avoir peur qu'elle m'appelle pas, je peux être heureux parce que justement elle m'appelle, je peux être dans vraiment un sentiment d'affection fort, ou au contraire de rejet parce que tout d'un coup elle n'a pas répondu, elle n'a pas dit, fait ou ce que j'attendais, etc., etc. Mais ça n'empêchera pas que mon sentiment profond restera stable. Au fond, je vais avoir un certain attachement ou amour, etc. Donc tout ça, ça fait partie du système de croyance. Mais on sera soit au niveau des perceptions, si par exemple, je perçois que 2 et 2 font 4. Bah oui, parce que 2 et 2 font 4, c'est aussi vrai. Mais c'est pas que vrai. 2 et 2, ça peut faire 22. On peut tourner ça dans plein de choses possibles. Donc après, ce qui est intéressant, c'est toute la mécanique mentale, qui est extrêmement riche, dans ses perceptions, ses analyses, ses observations, ses apprentissages. Par exemple, imaginons que je retrouve ma voiture rayée. Parce que quelqu'un, voilà, naturellement, comme évidemment, je suis pas content, je vais rarement me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation? Je vais me dire, ah, mais pourquoi on m'a fait ça? C'était pas le moment, mais quel est l'imbécile qui a fait ça, etc. Donc, on voit que notre cerveau, en fonction de l'état émotionnel dans lequel nous sommes, il va faire en permanence des interprétations. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont on peut transformer ces interprétations, parce qu'on est entraîné à être attentif entre la stimulation qu'on va voir, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, et la manière dont on va réagir à cette stimulation. Et c'est finalement au cœur pour moi de tout le développement humain, c'est cet espace qui est à la fois immense et en même temps extrêmement fin qu'il y a entre la situation et la réaction que je vais avoir. Je pense par exemple à une expérience. À l'époque où on s'est tous retrouvés à cause du Covid, enfermés chez nous. Il faisait d'ailleurs très beau, etc. Après quelques jours, je me souviens, moi, je vais faire des courses dans un grand supermarché qui est dans le coin. Je prends ma voiture, j'arrive, il y a un temps magnifique, je suis sur le parking. Et là, c'était obligatoire de mettre des masques. Or, moi, je sors un masque que j'ai dans ma voiture, mais j'avais jamais mis jusqu'à présent un masque. Et encore moins en société. Donc, je me vois marcher sur le parking. En plus, il y avait des gens qui faisaient la queue à l'extérieur, à 1,50 m, tous les autres. Enfin, bon, c'était un peu le truc de l'époque. Et moi, je marche là, sur ce grand parking et je commence à mettre le masque. Et là, j'ai une réaction qui est immédiate. Tout mon système nerveux réagit en me disant, mais Paul, c'est quoi ces conneries, en fait? Alors qu'il fait super beau, aller mettre un masque. C'était tellement incongru que je me dis, bon. Et au bout je fais encore 10 pas, quoi. Et là, je me dis, en plus, je vois que la queue s'allonge. Enfin, bon, bref. J'ai 2-3 éléments qui arrivent. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Du coup, je retire mon masque, je fais demi-tour, je reprends ma voiture et je repars. En me disant, c'est pas grave, je veux pas rentrer là-dedans. Une espèce de réaction comme ça. Et après 2 ronds-points, j'ai cette question que j'aime me poser en tête qui est le patron? Qui est le patron pour moi? Ça veut dire qui décide de la manière dont je vais interagir avec l'environnement. Deuxième question derrière, et si tu pouvais faire de cette expérience quelque chose d'incroyable, ce serait quoi? Et là, j'y vais 2 ou 3 fois parce que, en fait, en termes d'état interne, moi, je suis un peu en colère. Je me dis, mais c'est quoi ces conneries? Voilà. Et là, je suis pas dans un état qui est propice à une interaction de croissance. Là, je suis juste en train de me barrer, pas content parce que, encore une fois, etc. Et là, je me dis, comment tu peux vivre l'expérience? Et tu vas voir comment, en quelques secondes, je me fais, en fait, un cinéma complètement différent. Du coup, je me dis, qui est le patron? Je repars sur mon parking.
Et là, j'arrive, je dis, Polo, tu vas te faire une expérience incroyable. Alors, tu vas te mettre le masque et tu vas commencer par apprécier ce truc complètement bizarre, voilà, qui est être en pleine, voilà, et de respirer à travers un masque alors qu'il fait un beau temps incroyable, l'air est pur. Voilà. Mais tu vas juste rentrer dans l'expérience. Et puis, du coup, je marche. La queue s'était allongée et comme il y avait un angle que j'avais pas vu, je vois que la queue est encore plus longue une fois qu'on a passé l'angle, le long du bâtiment. Je vois en plus des gens qui marchent et là je me dis Polo, tu vas en plus ralentir, tu vas laisser les gens passer devant. Et j'entre dans tout un autre processus d'évaluation, de sentiment et par conséquent de comportement. Et je commence à être vraiment dans ce qu'on va appeler une forme de gratitude à l'égard de la chance d'avoir. Je rentre, bon finalement la queue est beaucoup moins longue que j'imaginais. Je rentre dans ce magasin, je vois toutes ces boîtes rangées. Je me dis les gars ils sont là depuis 5 heures du matin à ranger tout ça. Juste pour moi, j'avais jamais vu si peu de monde dans ce grand magasin. Bon j'achète, je prends ce que j'ai besoin. J'arrive à la caisse quand je vois que je paye 70 balles à peu près mon caddie, alors que j'ai un parking, j'ai un machin, des gens qui sont là toute la journée. Et là je me dis mais quelle incroyable expérience en fait. Et ce qui est fort c'est que j'ai encore cette expérience en tête, comme un moment juste incroyable. Qu'est-ce qui a changé entre le premier scénario et le deuxième? Au point de départ, c'est très très fin. C'est juste une décision intérieure d'ouvrir ce que j'appelle une brèche. C'est pas rester dans le comportement habituel, etc., mais c'est d'être alerté par un sentiment intérieur qui me dit « Apollo, c'est pas ton niveau de fonctionnement, ça. Qu'est-ce que tu peux tirer de grand de cette situation qui, bien sûr, t'aurais souhaité qu'elle se passe différemment, etc. » Et ça peut se produire avec un train qui n'arrive pas à l'heure, ça peut se produire avec toutes sortes de contraintes. Donc, je ne sais pas si j'ai raison de fonctionner comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que fonctionner comme ça, dans mon job d'entrepreneur, parce que je suis entrepreneur, je suis formateur, je suis à la tête de plusieurs entreprises, je rencontre évidemment, comme tout le monde, énormément de contraintes, mais la manière de vivre ces contraintes avec de l'entraînement, ça me permet justement de grandir de manière différente avec beaucoup de situations. Voilà, ça ne veut pas dire que j'ai pas moins de contraintes, j'en ai évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont on va interagir face à ces contraintes. Voilà. Donc c'est tout ça pour moi que le développement personnel m'apporte, et c'est cette dimension-là qui me passionne le plus dans l'évolution, et notamment la diffusion de la PNL, puisque je suis très spécialisé dans la PNL, même si j'ai touché à énormément d'approches. Voilà. L'exemple sur l'environnement, il est très intéressant. Et dans l'environnement, il y a, bon là en l'occurrence, tu as cité l'exemple de la crise sanitaire, mais dans l'environnement, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a les gens, il y a le climat, la sécurité. Et justement, comment on peut faire, donc tu nous as donné là quelques billes, mais comment on peut faire pour ne pas se laisser paralyser justement par tout cet environnement qu'on ne maîtrise pas et rester aussi acteur de sa vie malgré des choses sur lesquelles on n'a pas toujours la main en fait. Et il y en a quand même beaucoup. Alors pour moi, la première chose, vraiment la première chose, c'est de faire la différence entre le monde externe et le monde interne. Alors juste très simplement déjà, fermer les yeux, d'inspirer, de sourire, dire merci, et juste de prendre contact avec ce monde qui est immense, interne. Et juste se dire, il y a le monde externe avec des tas de belles choses et des tas de moins belles choses. Je ne suis pas dans l'idée que tout est beau, tout est gentil, etc. Mais tout dépend où est-ce qu'on regarde. Et puis ensuite, il y a le choix de ce que j'ai envie de vivre dans mon monde intérieur. Voilà, ça c'est pour moi la première base. Alors après, on peut faire de la méditation, on peut faire du sport, on peut faire du yoga, on peut faire plein de choses, mais l'idée c'est d'apporter ou de prendre conscience de l'importance que j'ai envie de vivre à l'intérieur de moi. Alors, si je veux élever mon niveau de jeu, JE, intérieur, avant de jouer avec l'environnement, c'est-à-dire d'interagir avec l'environnement, JEU, la première chose, c'est d'accepter l'idée que la vie, elle est faite de haut et de bas. Voilà. Donc, la meilleure façon pour moi de grandir aujourd'hui, c'est d'accueillir les bas. C'est-à-dire toutes les formes de frustration. Parce qu'on en aura toujours. Mais les formes de frustration, c'est quoi ? C'est toutes les formes déjà au niveau émotionnel, les insécurités que je peux vivre à un moment donné, ou les angoisses. Je me sens un peu inquiet à l'égard d'appeler cette personne, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens un peu agacé par le fait qu'il y a telle situation qui se présente, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de là, comment je vais pouvoir grandir ? Je me sens triste aussi parce que j'avais prévu telle chose qui n'a pas lieu, ou cette personne avec qui je devais manger, qui est pas... je ressens cette forme de tristesse
qu'est-ce qui se passe? Donc, ce mot, qu'est-ce qui se passe, est très important pour moi. Et c'est la première question que je vais poser à quelqu'un que j'accompagne. Quelle que soit la situation, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire se mettre en lien, en relation avec soi, avec ce qu'on vit, etc. Et dans l'accueil des, entre guillemets, frustrations ou réactions émotionnelles, on va découvrir, si on écoute bien, que derrière toute frustration, il y a en fait un important. Si par exemple je me sens seul, la solitude, elle est là pour me révéler à quel point j'aspire à être en lien. Mais si moi, à ce moment-là, j'ai pas la conscience du besoin, de l'attente, de l'envie, de la valeur qui est derrière, eh ben, je peux passer mon week-end à me sentir malheureux parce que je suis seul. Seul dans ma vie, seul dans mes machins, seul dans mes trucs. Alors qu'en fait, c'est juste une alerte qui est là pour me dire, c'est un voyant rouge, en quelque sorte, qui me révèle que j'ai juste besoin de repasser en lien. Voilà, si je suis insécurisé, c'est que j'ai besoin de retrouver de la sécurité. Si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une règle du jeu qui fonctionne pas pour moi. Si je suis agacé à chaque fois qu'on démarre une réunion parce que les gens sont en retard, besoin ou la valeur que j'attribue au respect des horaires est proportionnelle à la frustration que je vais avoir. Ou ma frustration sera proportionnelle au non-respect d'une valeur qui est importante. Alors c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toutes les personnes qui m'entourent. Et parfois, cette valeur, elle est importante, sauf que je suis pas connecté. C'est pas du tout la même chose de venir te voir en te disant « Écoute, j'en ai marre, ces réunions commencent en retard, on peut pas compter sur toi, ça m'agace, ça m'énerve. Et si ça continue, on bossera plus ensemble. » Que de te dire « Écoute, même si c'est pas souvent, sache, Amira, que quand on peut démarrer à l'heure, pour moi, ça fait une vraie différence. » Donc je parle de moi au lieu de parler de l'autre, en fait. Alors, un, je parle de moi, et deux, je suis beaucoup plus orienté sur une solution. Parce qu'entre dire à ses enfants, j'en ai marre que tu laisses traîner ton bol sur la table le matin, et lui dire, tu sais, quand j'arrive le matin, que tu l'as mis dans la machine à laver, même si ça arrive pas souvent, et que j'arrive que c'est super propre, est-ce que tu as remarqué à quel point tu as un impact incroyable sur ma qualité de vie, en fait? Et par conséquent, sur nos relations. C'est pas du tout la même chose, en termes de communication, que de dire, ah, de toute façon, je peux jamais compter sur toi, tu laisses toujours traîner tes trucs sur la table, etc. Il y en a un qui sera accusateur et l'autre qui sera beaucoup plus dans une relation de construction. Voilà. Donc, en fait, dans les relations, pour revenir là-dessus, on a un peu les relations ritualisées. C'est ce qu'on continue de faire tous les jours et c'est très bien, ça a sa place. C'est ce qu'on fera avec les gens qu'on connaît bien, avec, voilà, que ce soit dans les amis, les collègues de travail. Le rituel, c'est ce qu'on fait toujours et ça se passe bien. Après, on a des relations qui sont malheureusement des relations qui vont entraîner des frustrations. C'est toutes les relations qui ont tendance à exprimer des frustrations. Ah oui, mais toi, tu, ceci, cela. Donc, c'est là que les tu, TU vont tuer la relation, hein, du verbe tuer. Voilà. Donc, on va rentrer dans des formes de communication agressive, critique, dévalorisante, vis-à-vis de soi ou des autres. Soit on va repasser en mode construction. Mode construction, ça veut dire que je réoriente ma relation, ma forme de relation, sur une valeur ou sur un objectif. Tu avais écrit cette phrase d'ailleurs, « Ce n'est pas ce que tu vis qui compte, c'est la manière dont tu en parles à toi-même et aux autres. Elle influence tout, elle construit ou elle détruit. » Je trouve que ça illustre bien ce que tu dis. Exactement. Et c'est grâce à ces relations plus, entre guillemets, constructives qu'on arrive à des relations qui sont fun. Et heureusement, on en a tous, les relations qui sont fun. Et là, il n'y a pas besoin de faire de la communication. C'est-à-dire que si on est fun, on est heureux, on passe une soirée, on est très basé sur des valeurs. On est en train de nourrir des valeurs. Qu'on se fasse un match de tennis, qu'on se travaille ensemble sur un projet de développement de l'entreprise ou d'un logiciel ou d'un autre, qu'on soit porté. À partir du moment où on rassemble sur des valeurs, sur des visions communes ou des projets ou des objectifs communs, et qu'on respecte les règles du jeu qui nous semblent essentielles pour avancer, on est dans un cadre de relations fun. Et quand les relations sont fun, elles sont orientées sur des solutions, elles sont bienveillantes, elles sont constructives. Et même si à un moment donné on est en désaccord, vive le désaccord. On a le droit de se parler, etc. Mais du coup, elles sont fun parce que même si on est en désaccord, moi j'ai envie de te comprendre sur tes valeurs. Et même si on n'est pas cœur, je dis ah bon, c'est intéressant. Voilà, on sera beaucoup plus dans une dynamique d'ouverture. Donc il y a des choses qui se passent quand on est dans des relations qui sont fun que je trouve tellement intéressantes à savoir diagnostiquer. Parce que du coup, on peut les reproduire. Voilà. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, on est en permanence dans différents axes de communication. Et je trouve que la nature de l'interaction qu'on a avec soi et avec les autres
nous indique énormément de choses sur la manière soit de continuer à avoir une relation qui est moyenne, soit malheureusement d'aller vers une relation entre guillemets pourrie, soit au contraire de sortir d'une relation pourrie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fun. Et donc, pour rester du coup acteur de sa vie, parce qu'on parlait de l'environnement, des relations, comment on peut dépasser aussi les angoisses du changement pour passer à l'action? Alors, c'est d'abord intéressant de savoir que le changement, c'est pas que angoissant. On attribue parfois, on dit, ah oui, les freins du changement. Si demain, je te propose, pour le même projet, de gagner 2 fois plus, c'est un changement que tu vas tout de suite prendre. Hein. Voilà, si je sens qu'il y a une valeur importante pour toi et que je la nourris 2 fois plus, ou un projet qui est important pour toi, que je te donne les moyens d'y aller 2 fois plus vite, le changement, il va se faire tout de suite. Hein. On est d'accord? Voilà. Donc, par contre, là où tu vas mettre de la résistance au changement, ben, c'est un changement qui va pas forcément te stimuler toi. Et là, il y a 2 mondes. Il y a ta tête, qui est la partie sage, qui a envie d'avancer, de progresser, qui a envie de bien manger, qui a envie d'avoir une bonne santé, qui a envie de faire du sport, qui a envie, etc. Et puis, de temps en temps, il y a ta partie plus préconsciente et inconsciente, qui est ta partie... Si l'un était cavalier, le cavalier, l'autre serait la partie cheval. Et tu sais que un cavalier et un cheval, pour qu'ils fonctionnent bien ensemble, il faut qu'ils communiquent bien ensemble. Et s'il y en a un des deux qui ne veut pas sauter la barrière, c'est toujours le cheval qui remporte. Dit autrement, si toi, t'es pas bien intérieurement, si ton cheval est pas bien, donc c'est la partie préconsciente et inconsciente, toute la partie neuro-émotionnelle, et ben, même si tu as envie d'aller faire du sport, si toi, tu as envie de te poser dans ton canapé parce que t'es pas bien, bah, c'est le canapé qui risque de remporter, tu vois. Voilà. Donc, cette relation entre ta tête et ton cavalier, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça fait partie de l'apprentissage. Et pour devenir acteur et répondre à ta question, bah, faut être en lien. Faut être en lien avec soi, avec ses désirs, ses frustrations, et de se dire, au fond, dans la vie, vers quoi j'ai envie d'aller. La différence entre un comportement passif et un comportement d'acteur, c'est que quand on est acteur, on fait quelque chose qui sert un objectif ou des valeurs, ou les deux. C'est en ça qu'on est acteur. Aujourd'hui, le fait qu'on se rencontre, on est dans un mode acteur. Pourquoi? Bah parce que tu as un projet qui est d'enregistrer un podcast avec Paul, etc. Et donc, tu as mis en place, voilà, et donc il y a des valeurs que tu portes, l'idée de partager des connaissances. Il y a un projet qui est de se retrouver aujourd'hui avec Paul. Et puis, du coup, bah, il y a des modalités que tu mets en place pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là, on est acteur, en fait, dans quelque chose, ensemble, voilà, chacun jouant sa partie. Et c'est comme ça qu'on co-crée. Voilà. Maintenant, bah, on peut être aussi autour d'une table, attendre le plat suivant et puis occuper le temps à parler. Et ça peut être très bien aussi. On n'a pas forcément de projet à ce moment-là. Donc, on sera dans une conversation un peu de vacances. Alors, si ce n'est prendre du chouette temps comme ça à parler de tout et de rien. Mais c'est sûr que si on est en train de parler de tout et de rien et que ton téléphone sonne et que là, tu as un futur podcasteur qui t'appelle, que tu avais justement envie d'interviewer, bah, tu vas quitter la relation qu'on a pour mettre ton accent sur cette relation qui, elle, est en lien avec quelque chose qui contribue à ton évolution. Dit autrement, qui vont servir, donc un lien qui va servir une valeur importante à tes yeux, un projet, et du coup, bah, tu vas mettre l'énergie pour axer ton attention là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'on vit tellement plus heureux quand on est porté par des projets. Maintenant, de temps en temps, c'est bien de se mettre en roue libre. C'est tout à fait OK. Mais au bout d'un moment, le roue libre, bah, c'est comme sur une plage sans rien faire, à moins que ça devienne un projet de ne rien faire. Mais sinon, on peut vite s'ennuyer. Et malheureusement, dans notre société, je pense qu'on n'a pas forcément appris à conduire sa vie autour d'aspirations profondes, de projets qui nous stimulent et en recherche d'acquisition de savoir-faire pour pouvoir se réaliser de plus en plus dans les projets que nous avons, individuellement ou collectivement, et tout ça au service de valeurs que nous défendons. Mais quand les trois sont réunis, valeurs, vision, action, bah, l'envie de grandir, l'envie de progresser, elle est évidente. Voilà. Mais si on n'a pas ça, bah, du coup, on est dans une vie qui n'a pas de sens. Alors, tant qu'elle est confortable, ça va. Mais même dans le meilleur des hôtels, le meilleur des environnements, avec tout l'argent qu'on a, si à un moment donné, notre cœur, il vibre pas sur des valeurs, sur une vision et sur une envie de progresser dans un domaine, dans un autre, que ce soit pour soi, pour les autres, pour le monde, s'il n'y a pas une cause qui nous dépasse un peu, bah, du coup, on va se retrouver dans une vie, excuse-moi du terme, mais de merde. C'est-à-dire, quelle que soit la qualité de l'environnement, on va se pourrir. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans toutes les relations, quand il n'y a plus de projet commun, il n'y a plus de valeurs, de vision commune, bah,
il y a une autre loi qui se met en place, qui est tout aussi naturelle. C'est la loi que j'appelle de l'automne et de l'hiver. C'est une loi qui nous fait descendre la sève. On n'est plus porté par une essence, mais la sève descend, les feuilles commencent à tomber, l'arbre se détruit. Et pourquoi c'est là? Parce que c'est des lois qui sont là pour nous amener à laisser mourir l'ancien, pour aller retrouver un renouveau qu'on retrouvera au printemps. Et le renouveau, il va naître de quoi? D'une profondeur de notre essence, c'est-à-dire qu'est-ce qui au fond de nous nous anime, et nos frustrations sont là pour les révéler. En fait, ces nouveautés qui nous animent, et parce qu'on va se reconnecter à cette essence, on va redonner de la lumière à des valeurs. Et c'est ça la force de l'espoir, en fait, c'est de retrouver des valeurs qu'on va pouvoir projeter dans une vision et qui vont nous donner envie de nous redresser, d'apprendre et puis de continuer à progresser dans tous les sens du terme, progresser, aller vers, ou progresser, évoluer dans notre capacité à aller vers. En t'entendant sur le changement, ça m'a fait penser à cette phrase, peut-être que tu la connais, du philosophe Sénèque, ce n'est pas le changement qui fait peur, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est exactement ce que tu décris en fait. Absolument, c'est la représentation qu'on a des choses qui donne le sens aux choses. Voilà. Et c'est ce qui fait que ça c'est très intéressant parce que moi il y a une chose qui m'a toujours passionné, c'est de montrer que ce n'est pas le confort qui rend heureux, mais c'est le fait d'être confronté volontairement à des frustrations qu'on a souhaitées. En d'autres termes, je suis un médecin. Enfin, un jour, je prends un exemple d'un médecin comme ça que j'ai rencontré. Je faisais une grosse intervention dans un SAMU, service des urgences, et puis il y a un médecin qui est là et qui me dit je comprends pas. Qu'est-ce qui fait, vous qui avez un peu étudié la psychologie, que nous, on est dans des sociétés quand même relativement confortables et qu'il y a autant de gens qui se plaignent? Moi, me dit-il, j'ai été 3 ans en Afrique. On avait des contraintes qui étaient 10 fois supérieures. On n'avait pas 25% du matériel. Et pourtant, personne ne se plaignait. Je dis oui, mais là, il y a une différence qui est énorme. C'est quand vous partez en Afrique, vous avez un projet qui répond à des aspirations qui sont très fortes. Ce qui fait que les contraintes que vous rencontrez, elles vont même justifier votre raison d'être. Vous êtes en ce que moi j'appelle être en mission. Et c'est ça qui vous rend heureux. Parce que vous sentez que vous êtes prêt à encaisser des contraintes énormes, mais vous préférez être là, à encaisser ces contraintes, parce qu'elles répondent à un système de valeurs, à une vision pour laquelle vous vous êtes battu jusqu'à présent. Et en plus, vous avez des compétences spécifiques pour ça. Donc, dans ce cadre-là, vous êtes plus heureux là-bas. Et donc, beaucoup plus orienté sur une quête de solutions, etc. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 3 ans, vous êtes revenu en France? Et là, il me dit, voilà, j'étais jeune médecin, j'avais envie de monter mon cabinet. En plus, j'avais une compagne, on voulait se marier, etc. Donc, je dis, c'est simplement qu'il y a des projets nouveaux qui sont venus, des nouvelles priorités, et du coup, qui ont réorienté votre vie. Et du coup, vous n'avez plus été là-bas parce que ça aurait perdu du sens. Simplement parce que, est né de nouvelles valeurs, un nouveau projet, et du coup, une nouvelle organisation à l'égard de ça. Donc, être heureux, être en mission, ça découle énormément du sens qu'on va donner. Ce qui fait que quelqu'un peut être dans une contrainte énorme. Si ça n'a pas de sens pour lui, cette contrainte va l'écraser, avec des sentiments de perte de temps, d'énergie, de fatigue, et choses comme ça. Alors que la même personne, portée par une mission, dans cette situation, va être dans une interaction à l'égard de cet environnement contraignant qui est complètement différente. Voilà. Dans un cas, il sera en mission, dans un cas, il sera en démission. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout le confort dans lequel nous sommes, mais c'est le plaisir, justement, d'être dans un environnement qu'on a choisi. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui rendent très, très heureux les êtres humains. C'est 1, faire ce qui les passionne, et 2, avoir un sentiment d'utilité. Et quand on arrive à réunir les deux, du coup, on est porté par cette mission intérieure, et qui, en plus, si elle sert des causes qui sont grandes et qui ont du sens pour nous, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est là, qui grandit, et qui fait qu'on a une énergie incroyable pour réaliser des choses souvent incroyables. Ton exemple est très bon et ça me permet de rebondir justement sur cette notion de liberté qui, moi, m'intéresse beaucoup. Dans quelle mesure, justement, reprendre la responsabilité de sa vie, donc là, avec l'exemple de la personne qui part en mission, quelque part, ça nous redonne de la puissance et de liberté, alors même que de prime abord, on peut se dire, en fait, être responsable, ça me prive de liberté quand même. Et ton exemple, il est très illustrant. C'est très intéressant parce que, pour moi, je ne peux pas acquérir de la liberté sans prise de responsabilité. Et je vais te le dire autrement, dans les domaines dans lesquels tu as véritablement de la liberté, tu vas te rendre compte
que tu as pris des responsabilités. Si aujourd'hui tu as la liberté de parler plusieurs langues, c'est que tu as pris la responsabilité de les apprendre. Si aujourd'hui tu peux faire du marketing aussi bien que tu le fais aujourd'hui, c'est que tu as intégré, tu as donc pris la responsabilité de prendre des choses. Donc ton volume de prise de responsabilité va entraîner une véritable liberté. La personne qui me dit « moi je suis libre, je fais ce que je veux », je crois pas qu'elle l'est. Alors, ça dépend ce à quoi ce que je veux est mis au service. Mais la personne qui mange n'importe comment, qui vit n'importe comment, qui pique des trucs, qui va voler, etc., qui est complètement en marge de la société en me disant « je fais ce que je veux, je suis libre », ça, c'est une vie qui va très très vite la priver de liberté. Elle est dans une fausse liberté, ou une liberté qui l'entraîne dans des conditions très vite déplorables. Elle finira sous un pont à faire la manche. Oui, elle est libre, mais elle est juste libre d'être dehors à faire la manche sur le truc. Par contre, les domaines dans lesquels nous prenons de la responsabilité, que ce soit vis-à-vis de notre corps physique, faire du sport, des choses comme ça, que ce soit vis-à-vis de nos relations, que ce soit vis-à-vis de nos études, que ce soit vis-à-vis de tous les domaines dans lesquels, parce qu'on a des contraintes, on décide d'investir sur nous-mêmes et de prendre la responsabilité de grandir de l'intérieur pour interagir de manière différente et du coup grandir avec ces situations qui viennent nous chercher, c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on acquiert de la liberté. Mais la véritable liberté, elle ne s'acquiert que par la prise de responsabilité. C'est en tout cas mon point de vue. La liberté, c'est donc la possibilité finalement de choisir consciemment. C'est pas effectivement faire ce qu'on veut. Il y a une nuance qui est importante. Donc le choix, alors on n'a pas toujours le choix. Je veux dire, si quelqu'un est au chômage et qu'il a très peu d'argent et 2 enfants à nourrir, s'il veut se faire un webinaire ou un séminaire à l'autre bout du monde à 20 000 €, il peut pas. Mais c'est pas forcément de ça dont il a besoin. Moi, je dis toujours qu'en fonction de là où on en est, la vie, elle est parfaite. Parce que le problème qu'on peut avoir de manque d'argent, de manque de liens, de manque de santé, de manque d'énergie, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les modalités qu'on a mis en place, inconsciemment, pour en être là. Donc le manque d'argent, pour moi, c'est pas un problème, c'est pas ça le problème. C'est la stratégie inconsciente des modalités qu'on a mis en place, inconsciemment, pour en être là. C'est ça le problème. Donc à partir du moment où je reprends la responsabilité du fait que j'ai pas forcément toujours fait ce qu'il fallait, la question c'est pas de se culpabiliser, mais c'est de se dire aujourd'hui, si j'aspire à retrouver un niveau d'autonomie économique, la première chose que j'ai à me poser, c'est est-ce que j'ai un vrai désir d'avoir de l'argent? Parce que souffrir à cause du manque, c'est pas du tout la même chose que d'être animé du désir d'en avoir. Tu vois ce que je veux dire? Simplement parce que dans la psyché, c'est pas du tout les mêmes étages qui se mettent en route. Si j'ai un vrai désir fort d'avoir plus d'argent, d'entreprendre, d'être en contact avec plus de gens, de retrouver de l'énergie, de faire du sport, d'apprendre, etc. Si j'ai ce désir, le désir, c'est la base de tout. Voilà. C'est comme ça que va naître l'amour du sport, l'amour de l'apprentissage, l'amour de l'évolution d'une relation, l'amour d'une activité, l'amour de je sais pas quoi. Et de cet amour, on va du coup interagir de manière plus constructive. Et c'est comme ça qu'on va apprendre, intégrer des nouvelles lois, des processus, des savoir-faire, des connaissances, etc. Donc il y a des lois qui régissent le développement humain et il y a des lois qui le limitent. Malheureusement, on n'a pas forcément passé beaucoup de temps à révéler ces lois. Alors la société étant en telle croissance, parce que si on regarde notre société, on est en croissance sur les 2 polarités. On est en croissance dans la destruction, on est en croissance dans la construction. Pour être dans un univers de gens assez variés, je vois bien, par exemple, dans des gens qui arrivent dans le développement personnel, ils se posent des questions depuis quelques temps, c'est pas très ancien, ils sont parfois beaucoup en lien avec des situations de vie dans lesquelles il y a de la souffrance, que ce soit dans leur entreprise, leur famille, etc. Mais après quelques temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont évolué dans leur propre évolution, ils se sont connectés de plus en plus à des gens qui sont dans une dynamique d'apprentissage, de croissance, etc. Et du coup, ils commencent à voir toutes les personnes qui, dans ce monde, elles, grandissent très vite. Il n'y a pas très longtemps, j'étais une journée, il y avait 300 entrepreneurs. Je veux dire, il y a au moins un tiers des entrepreneurs qui, à moins de 30 ans, avaient déjà gagné plus d'1 million chiffre d'affaires dans la dernière année. Ils ont fait ça en quelques années. Moi qui ai 40 ans de métier, jamais, dans les années 90, 2000, on voyait ça.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit des destructions qui se font à la vitesse de la lumière et de la construction qui se fait à la vitesse de la lumière. On voit des gens qui sont hypersensibles et qui sont perdus dans leur hypersensibilité. Et on voit des gens hypersensibles qui développent une intelligence incroyable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux mondes sont parallèles. Quand on écoute la politique, moi, j'adore écouter les débats, les machins, les trucs, mais on voit que tout est ramené à quelques sujets. Et là, on a des biais cognitifs, on peut tout dire de tout ce qu'on observe, en fait. Il suffit d'aller chercher les 2-3 exemples qu'on aura d'un côté ou de l'autre. Et effectivement, l'État, quand on regarde les pertes, etc., on se dit, ah, la catastrophe, la catastrophe. Mais quand on regarde les dernières années dans ce qui a été construit aussi, bah, il y a des tas de choses qui sont bonnes, en fait. Mais tout dépend où on met le curseur. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir cette prise de recul sur les choses et de se dire, mais au fond de ça, quel que soit ce que j'apprends, ce que je vois, ce que j'entends, c'est là qu'on est amené à nous ramener en tant qu'acteur, qu'est-ce que moi je décide aujourd'hui de dire, de faire et d'agir. On n'a pas la main sur le monde. Je veux dire, tout à l'heure on disait, on n'a pas la main sur la météo, si le prix de l'essence monte à la pompe, on n'a pas la main là-dessus. Donc c'est sage de savoir faire la différence entre ce sur quoi on a la main et ce sur quoi on n'a pas la main. On peut continuer à se plaindre que l'eau bout à 100 degrés ou à 70 degrés en haut de l'Everest, on s'en fout. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que moi je fais de ça, en fait? Et c'est vrai que dans un monde, par exemple, une chose que j'ai beaucoup observée dans ces dernières années, aujourd'hui, l'écart qu'il y a quand on fait des communications, ce qu'on appelle des grandes communications, on va inciter, grâce à de la publicité, on va inviter des gens à suivre, par exemple, des webinaires. Donc, ils nous laissent un nom, un prénom, un email, parce qu'ils se sont inscrits à un webinaire. OK? Tu vois le principe? Bah, avant, quand on avait, je sais pas moi, 1000 personnes qui s'inscrivaient sur un truc, on pouvait en avoir 800 qui étaient présentes. Mais aujourd'hui, si on a 100 personnes présentes sur 1000, parfois c'est le cas, enfin, on peut avoir 10%. Enfin, c'est incroyable. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on est dans un monde de zapping de plus en plus fort aujourd'hui, parce qu'on a des sources de stimulation partout. Et moi, je suis le premier à laisser mon mail dans plein d'endroits, ce que j'aurais pas fait forcément avant. Ce qui fait que c'est pas parce que j'ai laissé mon mail quelque part que je vais forcément suivre l'événement. Du coup, parfois, je l'oublie, je passe sur autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un défaut, mais comme on est c'est comme être dans un grand cocktail. Il y a plein de petites choses qu'on peut goûter, mais malheureusement, en goûtant à plein de choses, le risque, c'est qu'on n'aille pas dans la profondeur. On s'éparpille, du coup. On s'éparpille. Et moi, ce que je m'invite à faire, en tout cas, c'est à me dire, Polo, où est-ce que tu mets ton énergie? C'est quoi ta ligne de course? C'est quoi ton projet principal? Et c'est OK que de temps en temps, tu ailles picorer sur les tables, parce que c'est toujours très bon d'aller picorer au moment des cocktails. Mais à quel dîner tu aspires, en fait? Quel repas, quelle profondeur tu as envie de vivre? Et la profondeur, ça ne s'acquiert pas dans le picorage. Picorer, c'est très bien, parce que ça ouvre. Mais il y a un moment donné, il faut choisir un angle. C'est comme le type qui veut apprendre la musique. C'est vachement sympa de toucher à plein d'instruments. Mais si je fais 10 ans de guitare, c'est pas du tout la même chose que je passe 10 ans à apprendre une année une chose, une autre année autre chose, une autre année autre chose, etc. Tu vois? Et ce que je crois, c'est que le musicien qui va faire 10 ans de guitare, il a un niveau qui va lui rapporter beaucoup plus en termes de dons possibles, de services possibles, de contributions possibles, que s'il touche à plein d'instruments pendant 10 ans. Bon, c'est une image un peu rapide, mais c'est juste pour dire que, encore une fois, la croissance personnelle, ça répond à des lois qu'on retrouve partout, des grands principes qu'on retrouve partout. Et pour moi, c'est une passion de pouvoir les mettre en valeur et être acteur de sa vie. Et on va trouver de plus en plus de personnes qui vont être acteurs de plus en plus. C'est d'avoir la capacité de piloter. Et pour piloter, il nous faut des indicateurs. Et à partir de là, il nous faut une quête intérieure. Et puis, en fonction de ce qui se passe, apprendre à interagir et à co-construire. Voilà. Et l'expertise, c'est quoi? C'est la capacité à lire des indicateurs et à se dire, à partir de là, quel sera le meilleur choix. C'est-à-dire que le choix, il est intérieur, il est profond. Mais plus il sera profond, plus du coup, il va nous indiquer, il va nous donner de la cohérence sur la longueur. Et malheureusement, aujourd'hui, comme on est fortement stimulé, moi, je vois beaucoup de gens qui se perdent à court terme sur plein de projets, mais qui, du coup, ont du mal à construire sur la longueur. Et ça pour aller justement dans une vision à moyen terme et long terme, il
faut absolument aujourd'hui descendre dans une vision profonde de qui nous sommes, de ce pourquoi nous sommes là, de ce qui nous anime, et puis après de garder notre ligne de course. Pour finir, Paul, j'aimerais qu'on parle de la PNL, parce qu'en fait, on a parlé de PNL tout au long de l'échange sans la nommer. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous expliquer rapidement ce que c'est et comment on peut s'initier, si on le souhaite, à la PNL? Alors, la PNL, c'est tout un ensemble d'outils qui répondent à des grands principes qu'on va citer ensemble. La PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Programme parce que c'est au fond des apprentissages qu'on a développés, perception, sentiment, comportement, qui sont devenus des habitudes en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi. Et Dieu sait qu'il a beaucoup d'influence sur nous, cet environnement. Donc cette programmation, neuro, parce qu'elle renvoie au système neurophysiologique, c'est-à-dire perception du système nerveux, et linguistique parce que le langage ou la manière dont on va penser ou on va s'exprimer intérieurement ou en interaction avec les autres peut nous éclairer beaucoup sur la manière dont ce cerveau fonctionne. Et donc du coup, en fonction de la conscience que j'ai interne, de ce que je veux dans ma vie, de mes valeurs, du projet vers lequel j'ai envie d'aller, de ma contribution que j'ai envie d'apporter, eh bien, on va voir que un individu peut se déployer plus ou moins rapidement en fonction de l'usage de cette mécanique intérieure. Et je dis toujours que si j'ai beaucoup de problèmes à l'extérieur, il faut absolument que je règle mes problèmes intérieurs, parce que les problèmes extérieurs sont le reflet de notre dynamique intérieure. Mais pour ça, c'est comme une voiture, il faut comprendre comment ça marche là-dessous, et puis aller se régler à l'intérieur. Donc c'est à ça que sert la PNL, et c'est pour ça qu'on parlait de perception, de sentiment et de comportement, et c'est sur ces vecteurs que la PNL offre évidemment des outils. Alors maintenant, pour se former, déjà les gens qui tapent mon nom, Paul Pironnet, sur Internet, en l'occurrence sur Google, j'ai énormément de présence sur les réseaux, je partage énormément de contenu. Sinon, j'ai appris toute l'année, grâce à mon centre de formation, des formations en salle ou des formations en ligne, à Lyon, Paris principalement, pour les formations en salle, ou l'été, parce qu'on a des grosses universités d'été. Et puis sinon, toute l'année, on forme partout dans le monde, on a des programmes de niveau 1, niveau 2, niveau 3, des gens qui ont envie, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, de venir justement s'aiguiser dans la compréhension de ces mécaniques, découvrir la PNL. Voilà, c'est pour ça qu'on commence par des modules courts, et puis après, les gens passent une deuxième marche, une troisième marche, ils grandissent en fonction de leur projet là-dessus. Voilà, c'est ça c'est un de mes grands domaines de passion, qui est l'enseignement et l'accompagnement de personnes à évoluer dans leur transition de vie, leur carrière professionnelle. Que ce soit parce qu'ils sont dans des métiers d'accompagnement, aidants et autres, que ce soit parce qu'ils sont managers, dirigeants, que ce soit parce qu'ils ont juste envie d'entreprendre leur vie dans un domaine, dans un autre. Oui, les exemples que tu as cités les illustrent bien. Toi, Paul, quelle a été la plus grande transformation personnelle que la PNL t'a permis? Alors, il y a eu plusieurs vagues. Il faut savoir qu'en 1990, j'ai ouvert ma première école de PNL à Grenoble, que j'ai co-développée avec une personne qui m'a beaucoup enseigné, qui était une grande source d'inspiration, avec Alain Carole. Voilà. Et en 2000, on a décidé de se séparer, parce qu'on avait aussi créé une école de coaching, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle ICI, Institut de Coaching International, qui est à Genève. Et moi, dans les années 2000, j'ai eu, après 10 ans de développement, un énorme challenge. Je vais faire très court, mais en gros, pour des raisons de convention qui n'étaient pas prises en charge par l'État, je me suis retrouvé avec une perte de 130 000 francs. 130 000 francs pour une société qui fait 50 000 de capital, c'est beaucoup. Donc, à l'époque, j'avais 280 mètres carrés, 7 de bureaux, 7 salariés, tout ça. Tout ça s'est écroulé. Donc, je suis reparti à zéro et j'ai eu les années les plus compliquées de ma vie. Et à ce moment-là, je suis passé d'une PNL que j'enseignais à une PNL que j'ai incarnée. Et pour me redresser, je me revois dans ma cuisine en train de reprendre les protocoles pour revenir au regard des frustrations qui étaient énormes à l'époque. Je me suis retrouvé sans argent, vraiment j'ai eu des très gros problèmes. J'ai même fini chez un psychiatre avec des médicaments, des trucs comme ça à un moment donné. Bon, ça a duré 2 jours. Après, je me suis reconnecté à la nature. J'ai dit, bon, plus jamais. Et du coup, j'ai décidé vraiment de réincarner la PNL, mais de me coacher moi-même, en fait. Donc, de revenir sur mes valeurs, ma vision. Et j'ai mis 2 ans à me redresser. Et ça a été ceux qui m'ont connu avant et après m'ont toujours dit, Paulo, tu n'as jamais réenseigné la PNL de la même façon. Donc, je pense que j'ai eu une incarnation de ces outils dans une phase de transformation. Il y en a eu d'autres, mais
qui a été particulièrement difficile à ce moment-là et qui m'a beaucoup forgé. Donc ça a été la plus grosse transformation. Enfin, c'est une des grosses transformations que j'ai eues de la PNL sur le plan à la fois personnel et professionnel à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, Paul, de nous partager ce témoignage. On arrive au bout de notre échange. Merci infiniment pour tous ces partages, c'était très très riche. Moi j'aimerais juste finir par une phrase, qui est une phrase que tu as dite et qui je trouve clôture bien cet échange. Tu as dit, plus on mettra de la qualité dans notre présent, plus on mettra de la qualité dans notre futur. Et je pense que c'est vraiment ça, ce que tu nous as partagé pendant plus d'une heure, c'est quand on met de la qualité maintenant, c'est un investissement pour le futur. Ouais, je le compléterai en disant le désir, l'éveil du désir et la capacité à mettre du raffinement dans ce désir, que ce soit pour apprendre à se maquiller, cuisiner, échanger avec quelqu'un, désir et raffinement font développement. Voilà. Donc, c'est faire de chaque instant un moment de qualité, en se disant toujours, c'est quoi mon désir ici et maintenant, et comment je peux mettre de la qualité dans ce que je vis ici et maintenant. Merci infiniment, Paul. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Je pense que tu l'as dit, un peu partout. Sur tous les réseaux, voilà, tapez Paul Pironnet, et puis alors après, avec les liens, vous trouverez très très facilement. En tout cas, merci de cet échange, c'était chouette, et puis bravo encore pour ce que tu fais dans ce projet de podcast. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.